Bien, bah écoutez, donc on va commencer cette réunion. Donc je vais vous partager mon écran tout de suite pour ceux qui sont donc à distance. Dites-moi si ça apparaît bien chez vous, s'il vous plaît. Oui. C'est bon? Donc, Centre d'examen. alors, centre d'examen, si vous ne savez pas encore, le centre d'examen, vous laissez vite pour l'instant et on le rajoutera après. Si vous savez, vous pouvez mettre que Zagreb, hein, si c'est Zagreb, vous mettez que Zagreb. Juste la ville. Mettez que Zagreb, enfin, mettez la ville, voilà. On pourra la rajouter. Si vous savez déjà, vous la mettez. Et sinon, on la rajoutera. OK? Bien, bon, bah écoutez, merci à tous d'être là. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lucille Shapiro, attachée de coopération éducative à l'ambassade. Je suis arrivée donc au mois de septembre. Et donc, je suis aussi responsable de la gestion centrale des examens DELF pour l'ambassade et pour notamment le DELF scolaire pour la Croatie. Voilà, donc la réunion qu'on vous propose aujourd'hui, c'est vraiment une réunion d'information. Alors évidemment, réunion d'information, mais aussi un petit temps d'échange pour qu'on puisse répondre à toutes vos questions à la fin. Sania doit être connectée en ligne. Sania, si tu es là, peut-être tu peux dire un petit bonjour, parce que Sania donc, travaille avec moi à toute l'organisation des épreuves. Tu as vu le site de personnes. Merci, c'est vrai que c'est difficile de faire en même temps. Tania, on ne t'entend pas en fait. Je sais pas si je vois que tu es là, mais je ne sais pas si peut-être pas de caméra. Ouais. Bon, en tout cas, voilà. Tania est évidemment, heureusement qu'elle est là parce que c'est elle qui fait tout le travail d'organisation. Donc, j'en profite pour la remercier également. Donc là, l'idée, c'est de vous rappeler les règles que normalement vous connaissez déjà puisque vous êtes tous habilités normalement. Vous allez soit être surveillant, soit examinateur, ou les deux lors de la session. Donc, les dates sont rappelées ici. La session du 21 mars pour les épreuves collectives et 10 et 11 avril pour l'épreuve individuelle, c'est-à-dire la production orale. Donc, on y va. Non, ça va trop vite. Ouais. Un petit rappel très général sur les épreuves et la durée des épreuves. Donc, comme vous le savez, vous avez pour le DELF scolaire 4 niveaux. Et donc, j'ai remis, voilà, pour que vous ayez en tête les durées. Mais bon, de toute façon, tout ça, c'est des choses que vous avez quand vous êtes surveillant, quand vous êtes examinateur. Vous avez le rappel de durée sur les documents qui vous sont donnés. Voilà. Et donc, vous savez que vous avez 4 épreuves. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vous avez les épreuves collective, donc qui regroupe compréhension de l'oral, compréhension des écrits et production écrite. Et vous avez donc l'épreuve individuelle, la production orale. De manière générale, quelles sont les tâches générales du surveillant? Donc après, on va évidemment détailler tout ça, mais d'une manière générale, donc, c'est de préparer la salle avant que les étudiants, enfin les élèves arrivent, contrôler les identités, faire émarger les candidats, vérifier aussi qu'il n'y ait pas de fraude, hein, donc ça c'est aussi important, qu'il n'y ait pas de téléphone portable, de documents non autorisés, etc. Il y a un petit discours d'accueil à faire aussi, distribuer tout le matériel, régulièrement pendant les épreuves écrites, rappeler le temps, hein, surveiller activement, ça veut dire ne pas être derrière le bureau en train de lire, mais c'est une évidence. Et puis à la fin, vous avez aussi la tâche de récupérer tout le matériel et de le renvoyer à la gestion centrale. Et on vous précise, on vous rappelle de toujours effectuer cette tâche avec rigueur et conscience. Donc, je rappelle quand même que le DELF, c'est vrai que je ne l'ai pas dit en introduction, mais c'est un examen du ministère de l'Éducation nationale en France, qui est reconnu internationalement, qui a la même valeur finalement que le baccalauréat, dans le sens où il est valable à vie. Hein, et c'est le ministère de l'Éducation nationale qui gère cet examen. Alors, je vous ai distribué à ceux qui sont présents ce document, donc utilisation abusive du matériel d'aide. Donc, c'est un document qu'on vous demandera de signer pour toutes les personnes là, qui sont en ligne au moment où vous allez recevoir votre contrat en tant que surveillant ou en tant qu'examinateur. Vous allez également recevoir ce document qui est à remplir et qui vous engage simplement à ne pas ramener les documents chez vous, à les reproduire, etc. Vous n'avez pas à vous dire, tiens, je garderai bien ce sujet pour en faire un sujet d'entraînement pour mes élèves, par exemple.
Non, évidemment, puisque les sujets sont réutilisés par FEI d'une session à l'autre dans différents pays, etc. Donc le matériel, une fois que l'examen est passé ici en Croatie, ça ne veut pas dire que le sujet n'est pas utilisé ailleurs pour une autre session. Voilà, donc simplement un petit rappel là-dessus. Alors, donc les épreuves collectives. On va commencer par les épreuves collectives et puis on verra ensuite les épreuves individuelles. Donc, je le rappelle, samedi 21 mars, donc dans 2 semaines, à 10h pile, doivent commencer les épreuves écrites. La veille, on demandera à tous les responsables de centres d'examen, aux chefs d'établissement, de vérifier que vous avez bien reçu évidemment tout le matériel nécessaire et qu'il n'y a pas d'erreur. D'accord? Dans les enveloppes que vous allez recevoir avec les sujets, on demande une vérification, vérifier qu'il y a bien, par exemple, s'il y a A1, A2 et B1, qu'on ait bien les 3 sujets pour les 3 niveaux, qu'il y ait bien les CD ou les clés USB avec les fichiers son. Et si jamais vous aviez détecté une erreur, évidemment, il faut nous prévenir le plus rapidement possible pour qu'on puisse éventuellement vous renvoyer des sujets ou une clé USB s'il y avait une erreur sur le fichier O2. Donc ça, c'est très important. Donc les surveillants qui vont surveiller les épreuves collectives doivent arriver en avance. Donc on vous conseille d'être là au moins 30 minutes avant pour pouvoir installer la salle d'examen. Dans la salle, il faut quelques équipements type ciseaux, scotch, parce qu'on va vous demander de coller les feuilles à la liste des candidats. Vous avez des feuilles d'émargement. Enfin voilà, vous avez toute une série de choses à préparer. Si possible, c'est bien s'il y a une horloge sur le mur. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, le surveillant rappelle régulièrement le temps qu'il reste avant la fin de l'épreuve. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Donc, chaque salle va recevoir une enveloppe. Et dans cette enveloppe, vous avez toute une série de documents. Alors, vous avez un document avec des consignes, justement, qui reprend un petit peu tout ce qu'on va expliquer aujourd'hui. Vous avez les listes des candidats. Donc, vous recevez 3 fois la liste du candidat avec le code candidat à chaque fois, chacun des candidats. Donc, sur ces 3 listes, il y en a une que vous affichez sur la porte à l'extérieur de la salle pour que les élèves sachent bien l'endroit où ils doivent aller. Vous en avez une que vous découpez et que vous collez sur les tables pour que les candidats sachent l'endroit où ils doivent s'asseoir. Et vous avez la dernière qui va servir de feuille d'émargement pour que les candidats signent ou alors pour notifier les absents. Dans l'enveloppe, vous avez également la transcription de la compréhension orale. C'est un document qui est uniquement pour le surveillant, évidemment, qui n'est absolument pas à montrer au candidat. Vous avez une feuille de report d'anomalie. On en parlera plus en détail tout à l'heure à quoi elle sert, mais en fait, la première chose, c'est de signaler toutes les erreurs qu'il peut y avoir sur le nom d'un candidat. D'accord? Parce que c'est vrai que nous, quand on ressaisit dans le logiciel Gaël les noms des candidats, il peut parfois y avoir des erreurs. Donc, c'est important de vérifier ça et s'il y a une erreur, de le transmettre sur la fiche d'anomalie. Vous avez évidemment les sujets. Donc, il y a un exemplaire par candidat, mais on met aussi 2 lots supplémentaires au cas où. Et puis, vous avez donc le CD. Là, on ne sait pas encore si on utilise beaucoup les CD, mais on met quand même CD et clé USB avec les fichiers son. Donc, c'est la même chose sur le CD et sur la clé USB. Vous avez les fichiers son pour les. On vous demande évidemment de régler le volume avant que les candidats soient dans la salle. Donc, vous faites un essai, vous vérifiez évidemment si tout fonctionne. C'est mieux même de l'avoir fait la veille. Vérifier si la clé USB fonctionne, ça vous dit tout à l'heure, évidemment. Dans l'enveloppe, vous avez également le manuel du surveillant qui peut vous servir tout au long de l'épreuve si vous avez des doutes, des questions sur certains sujets. Et puis, vous avez des feuilles de brouillon en couleur que les candidats puissent être dessus et une enveloppe qui va vous permettre de renvoyer tout le matériel à la fin de la session. D'accord? Donc, en gros, ça donne ça. Voilà, j'ai essayé de représenter de manière un peu pour que ce soit visuel. Voilà, l'enveloppe, la feuille de report d'anomalie, les listes, la feuille de consigne, le manuel surveillant, les sujets, et puis donc le USB CD qu'on vient d'évoquer. Ça va pour tout le monde? Donc je continue. Donc, on a dit préparation de la salle. Donc, vous collez les étiquettes sur les tables, vous éloignez bien les tables les unes des autres et vous les mettez les unes derrière les autres, bien alignées. Et vous distribuez sur chaque table un petit peu de papier brouillon. Comme ça, quand les candidats arrivent, les tables sont prêtes, ils ont le brouillon qui est déjà là, ils peuvent aller s'asseoir là où ils sont, là où il y a son nom.
Donc, quand les candidats arrivent, le surveillant leur demande d'éteindre leur téléphone. Donc, c'est pas mode avion, c'est vraiment éteindre le téléphone, le mettre dans leur sac. Dans leur sac, par contre, ils récupèrent carte d'identité et 2 stylos. Alors, on vous demande, enfin, non, mais en fait, c'est FEI demande que la couleur qui soit utilisée pour écrire sur les copies d'examen, ce soit du bleu, soit du noir, et des stylos non effaçables. Pourquoi? Parce que si jamais il y avait une réclamation sur une copie, si c'est un stylo effaçable, pour que le candidat ne puisse pas accuser un examinateur, par exemple, un correcteur, plutôt d'avoir effacé quelque chose sur la copie. D'accord? Et pas de crayon à papier pour la même raison. Donc, sur les tables, il ne doit rien avoir. Il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas de sac, il n'y a pas de dictionnaire, il n'y a rien. Les élèves vont déposer au fond de la classe ou à côté du bureau toutes leurs affaires. Ça va pour ça? Oui. Donc voilà tout ce qui est interdit. Donc là aussi, c'est un document produit par France Éducation Internationale pour prévenir la fraude. Donc on n'a pas le droit. Alors j'ai parlé du téléphone, mais en fait, c'est tout objet connecté. Parce que maintenant, c'est vrai qu'il existe énormément d'objets connectés, des montres, des lunettes même connectées. Enfin voilà, c'est pas forcément évident à détecter. Mais il faut vraiment essayer de faire attention. Donc, je pense que sur une session de dev scolaire, très sincèrement, on a trop de risques de fraude. C'est vrai que ce document, il peut servir peut-être dans d'autres pays et dans d'autres circonstances, mais quand même, voilà, c'est important que vous sachiez. Alors, vous installez donc les candidats plutôt sont installés à leur place. Vous faites signer la feuille d'émargement, vous vérifiez donc les noms d'identité des candidats, donc toujours pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, sinon on reporte sur la feuille d'anomalie. Vérifiez aussi la date de naissance, il peut y avoir une erreur sur la date de naissance. Et puis donc, si jamais des élèves sont absents, vous notez le mot absent. Vous ne laissez pas la case vide, vous notez absent. Donc, au début des épreuves, donc, ça y est, tout le monde est installé, on est prêt à commencer. Donc, le surveillant réclame le silence. Il doit faire un petit discours de bienvenue. Juste après, là, sur la diapo suivante, je vous ai copié-collé le discours qui est proposé dans le manuel du surveillant. Vous pouvez évidemment l'adapter à la marge. Donc, vous ouvrez l'enveloppe des sujets d'examen, vous distribuez les sujets, vous faites vérifier le nombre de pages, ça c'est important. Si jamais il y avait un sujet où il manquait une page, ça peut arriver à la reprographie. Pour ça aussi, vous avez 2 sujets supplémentaires. Si jamais il y avait un problème, vous pouvez remplacer le sujet. Vous faites bien remplir l'encadré en bas de la page, comme c'est indiqué ici sur la photo. Donc, ils doivent mettre leur nom, leur prénom, leur code candidat. Vous écrivez au tableau l'heure de début. Donc, normalement, ça commence à 10 heures. D'accord? Donc, heure de début, heure de fin. Donc là, en fonction du niveau, l'heure de fin, vous voyez. Et donc, les horaires doivent être respectés et les élèves, les candidats doivent être informés régulièrement du temps qui passe. Alors, évidemment, il ne faut pas non plus faire ça toutes les 5 minutes. Mais quand il leur reste 15 minutes à la fin, 10 minutes, 5 minutes. D'accord? Donc voilà, j'ai copié-collé, comme je vous disais, le discours du surveillant. Bon, je ne vais pas vous le lire ici, mais vous avez donc ce discours qui est tout près dans le manuel du surveillant. Et dans les consignes qu'on va vous donner dans le document qui est donné à chaque salle, vous avez, c'est repris également. Vous l'avez aussi sur la feuille qu'on vous donne, avec toutes les consignes. D'accord? Juste, j'attire quand même votre attention sur une chose. Les copies doivent rester anonymes, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'il y a l'endroit où ils écrivent leur nom, leur prénom, leur code. C'est un petit volet rabattable, c'est une languette qui est rabattue à la fin pour préserver l'anonymat. Et du coup, on demande aussi que dans les exercices de production écrite, notamment dans les niveaux A1, où ils doivent remplir un formulaire, très souvent, on demande le prénom du candidat. Voilà, donc ils peuvent, s'ils le souhaitent, mettre un faux prénom, d'accord? Pareil, quand ils écrivent une lettre en niveau A2, niveau B1, enfin voilà, ils peuvent signer avec un faux prénom. Mais ça, vous pouvez leur rappeler. Ils ne sont pas obligés d'utiliser leur prénom. S'ils mettent leur prénom, comme si ce n'est que le prénom, c'est pas grave. Il ne faut pas mettre le nom de famille. D'accord? Très bien. S'il n'y a pas de questions, je continue. Donc, le moment où on lance l'épreuve de compréhension orale, c'est-à-dire le moment où on met en marche le fichier audio, l'enregistrement, c'est le moment où, ça y est, tout est terminé. C'est-à-dire que si un candidat était en retard, arrive à ce moment-là, c'est terminé. Vous ne pouvez plus faire rentrer personne dans la salle à partir du moment où vous avez lancé l'enregistrement. Vous avez la transcription, comme je le disais tout à l'heure, qui peut vous permettre de suivre où on en est de l'enregistrement, vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, etc.
Et vous n'arrêtez pas l'enregistrement, puisque vous savez qu'il y a 2 écoutes à chaque fois pour les exercices, mais tout est évidemment intégré, hein, vous savez déjà. Voilà, donc on n'arrête pas l'enregistrement, on laisse dérouler jusqu'à la fin. Voilà, c'est ce qui est précisé ici. Hein. Donc les 2 épreuves de compréhension, non pardon, c'est autre chose, juste pour vous rappeler. Donc vous faites dérouler le CD ou la clé USB, et quand c'est terminé, on passe directement ensuite à l'épreuve de compréhension écrite. D'accord? Il n'y a pas de pause entre les deux, donc les 2 épreuves s'enchaînent, donc compréhension orale et compréhension écrite. Les élèves donc écrivent directement sur leur sujet d'examen, comme je le disais tout à l'heure, stylo bleu ou noir, non dépassable. Pour l'épreuve de production écrite, donc il peut utiliser le brouillon, même pour l'épreuve de compréhension écrite d'ailleurs s'il le souhaite. Hein. Et donc faites quand même attention, signalez-leur l'importance de garder du temps à la fin pour recopier ce qu'ils ont écrit au brouillon sur leur copie d'examen. Normalement, on ne ramasse pas les brouillons. Enfin, on ramasse les brouillons, mais pas pour les correcteurs. D'accord? C'est pas ce qui est corrigé. D'accord? Alors, j'ai juste rajouté une petite notion, enfin une petite mention plutôt pour les candidats à besoins spécifiques. Donc, on a quelques candidats à besoins spécifiques, mais qui nous ont été signalés en amont. Donc, on a pris déjà des mesures. Donc, les candidats concernés et les enseignants de ces candidats sont déjà sensibilisés au courant. Donc, en général, c'est impression du sujet sur un format A3. Par exemple, pour les élèves dyslexiques, ça peut être ça. Du temps supplémentaire si besoin. Il y a toute une série. Enfin, en fait, tout ça, c'est évidemment cadré hein, par France Éducation Internationale en fonction du cas particulier de l'élève. On adapte les épreuves. Certains ont besoin d'écrire sur un ordinateur. Enfin, voilà. Tout ça, c'est anticipé. Donc, normalement, ce n'est pas au moment de l'examen qu'un candidat va dire mais moi, j'ai un problème, etc. Et tout ça, ça doit être vu en amont. D'accord? Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, le surveillant, il n'est pas là pour lire, etc. Bon, vous le savez, mais je le rappelle, donc, toutes les choses que ne doit pas faire le surveillant pendant l'examen. Et pas d'échange non plus avec le candidat. Le candidat ne peut pas lever la main en disant, en fait, comment on dit ça en français? D'accord? Vous ne devez pas aider les candidats. Ensuite, donc, quand arrive la fin des épreuves, donc le surveillant annonce que l'épreuve est terminée, il demande au candidat de poser les stylos, il ramasse les feuilles de brouillon, les copies, enfin, il ramasse tout le matériel, en fait. L'élève ne doit repartir avec rien du tout, d'accord? Les feuilles de brouillon, rien. Hein, donc, tout est ramassé. Et c'est là que vous devez, donc, vous pouvez attendre évidemment que les élèves soient partis après, hein, mais vous avez ce petit travail de rabattre les languettes, d'accord, pour la confidentialité. Et en fait, les élèves donc, ne quittent la salle qu'une fois que tout est ramassé et que vous leur dites, ça y est, vous pouvez sortir. D'accord? Donc, une fois que les élèves ont sorti de la salle, vous avez encore quelques tâches à faire. Donc, si ce n'est pas déjà fait, vous notez les absences sur la feuille d'émargement où vous signez les élèves. Hein. Vous vérifiez une nouvelle fois. Donc, ça, vous pouvez vérifier avec donc la copie hein, où ils ont écrit leur nom avant de fermer la languette. En fait, vous pouvez une nouvelle fois vérifier les erreurs éventuelles d'orthographe sur les noms. D'accord? Et donc, encore une fois, s'il y a un souci, signalez ça sur la feuille de report d'anomalie. Et ensuite, vous mettez donc tout dans l'enveloppe retour hein, qu'on vous fournit, qui est déjà à l'adresse de la gestion centrale à l'ambassade. Et donc, vous mettez feuille d'émarquement, feuille de report d'anomalie, des procédures, tout le matériel, CD, clé USB, tout ça. Donc, tout est renvoyé à la gestion centrale. Alors, il y a des cas particuliers dans les établissements où il y a des lecteurs. Les lecteurs vont prendre ce matériel avec eux, d'accord? Quand vous êtes à la médiathèque, enfin, pas loin pardon, de la médiathèque, vous pouvez aussi ramener ce matériel donc, à la médiathèque. Et sinon, vous envoyez donc par la poste à la gestion centrale et vous pouvez évidemment vous faire rembourser les frais d'envoi en envoyant ensuite la facture et le RIB à Sally. Okay, voilà. Ça va jusqu'à présent, il n'y a pas de... En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà habitués et qui connaissent déjà tout ça par cœur. Mais... Voilà. Donc, pour ce qui est... Je reviens pardon là-dessus, mais pour ce qui est des épreuves collectives, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Et on va voir après donc, pour les épreuves individuelles. Enfin, l'épreuve individuelle. D'accord?
Alors, je continue sur l'épreuve individuelle. Donc, pour rappel, il y a 2 dates identifiées. Donc, le 10, vendredi 10 et samedi 11 avril. Même chose que pour l'épreuve, pour les épreuves collectives. Il y a un moment où il faut vérifier les sujets. Donc, la veille, on vérifie qu'on a un responsable de centre. On vérifie que les sujets sont bien les bons sujets. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas eu 2 fois B1, par exemple, au lieu d'avoir A2 et B1. D'accord? Enfin, voilà, tout ça, ça doit être vérifier et on appelle l'ambassade s'il y a un souci. Avant les épreuves, les examinateurs, ils ont aussi un petit travail à faire de révision. Enfin, on vous encourage en tout cas à revoir les grilles. Alors, vous les avez aussi au moment, enfin, le jour J, mais si vous pouvez prendre 5 minutes la veille pour revoir un peu les grilles, revoir les descripteurs, revoir éventuellement le manuel de l'examinateur, comme ça vous arrivez avec une idée bien claire. Donc, tout ce matériel, enfin, notamment le manuel de l'examinateur, on va vous le transmettre par mail, mais vous le trouvez aussi sur l'espace professionnel du DALDAF. Est-ce que vous y avez accès tous? Vous avez vos identifiants? Oui, enfin, je vois des oui, mais s'il y en a qui n'ont pas accès, en fait, vous pouvez demander, enfin, vous pouvez vous créer un accès, c'est gratuit, il suffit de se connecter, de demander à FEI un mot de passe. Voilà, c'est sur la page de l'espace professionnel d'Aldal. Donc, vous tapez dans un moteur de recherche espace professionnel d'Aldal, vous arrivez sur la page et vous trouvez votre acte. D'accord? Ça doit être vérifié évidemment par FEI puisque seuls les examinateurs habilités ont accès. Alors, si c'est possible, évidemment, là aussi, vous pouvez préparer dès la veille la salle de passation. Sinon, ça veut dire que le jour J, vous arrivez un peu en avance, c'est comme pour les épreuves collectives, pour bien préparer la salle. Voilà, donc c'est ce qu'on vous dit ici, c'est prévoir d'arriver au moins 1 heure avant pour l'organisation et la préparation des sujets. Donc on vous remet quand vous arrivez l'enveloppe avec tout le contenu, tout le matériel. Donc on en a parlé tout à l'heure, là on va voir, il y a des petites choses qui diffèrent. Donc vous avez d'abord une grande enveloppe avec donc un document qui reprend tout ce qu'on est en train de se dire, des consignes pour que ça se passe bien, pour que tout se déroule bien, donc toutes les instructions, feuille d'émargement, feuille de report d'anomalie, feuille de brouillon et le manuel de l'examinateur correcteur. On vous a simplement mis tous les extraits de ce manuel dans l'enveloppe. Vous ne l'aurez pas en entier parce qu'il y a toute une grande partie qui concerne les corrections écrites. Donc, tout simplement pour des raisons écologiques et économiques, on vous a simplement mis la partie qui concerne vraiment que les examinateurs des épreuves orales. Et vous aurez également, donc, évidemment, l'ensemble des sujets. Donc, vous savez, pour les épreuves individuelles, vous avez tout ce travail qui est fait en amont. Vous recevez les enveloppes où les sujets sont déjà découpés. Mais voilà, donc tout est préparé. Vous avez un jeu pour vous complet avec tous les sujets, mais aussi des enveloppes avec les sujets découpés qui vont servir au tirage au sort pour les candidats. Vous avez aussi le document qu'on appelle document individuel qui en fait reprend les consignes pour le candidat. Donc ça, c'est à coller sur la table pour le candidat, là où il prépare. Et puis, vous avez les grilles d'évaluation. On donne à chaque fois une grille par candidat avec des exemplaires supplémentaires. D'accord? Et les descripteurs de performance qui correspondent au niveau. Donc, l'enveloppe retour, j'en ai parlé aussi tout à l'heure, pour renvoyer tout ça à la fin. Donc, voilà, je vous ai mis en gros à quoi ça ressemble. Donc, la feuille de consigne générale, feuille d'émargement, le papier brouillon, donc les extraits du manuel de l'examinateur correcteur, la feuille de reportage de vie, l'enveloppe pour la gestion centrale, et puis donc tout ce qui est le matériel pour l'examen. Donc, comme je disais, la grille avec à côté les descripteurs de performance, le document individuel pour le candidat et donc tous les sujets découpés, mais aussi un jeu complet pour les examinateurs. OK ? Donc, le jury, il doit se préparer aux épreuves. Donc, avant que les candidats ou pendant que les candidats sont en train de préparer, ils peuvent relire rapidement les descripteurs du niveau, la grille d'évaluation. Évidemment, ils lisent les sujets aussi et notamment pour les niveaux un peu plus élevés, B1, B2, là où il y a un texte déclencheur et puis où le candidat va faire un exposé. C'est bien de préparer quelques questions en amont, d'accord, de ne pas se retrouver, de ne pas savoir quoi dire au candidat. Donc, c'est important de préparer un petit peu en avance. Et aussi, comme vous êtes 2 examinateurs, vous devez vous répartir les rôles entre celui qui prend des notes et puis celui qui mène l'entretien. D'accord ? Donc, vous accueillez le candidat,
vous vérifiez son identité, toujours la même chose, on vérifie bien qu'il n'y a pas d'erreur sur son nom, sur sa date de naissance, etc. On lui fait signer la feuille d'hébergement et si le candidat est absent, enfin, si un candidat est absent, on écrit absent. On vous rappelle aussi que votre comportement doit être le plus bienveillant possible. Vous êtes là pour, entre guillemets, aider les candidats, pas dans le sens leur donner du vocabulaire, mais les mettre en confiance, d'accord? Donc, l'accueillir, vous présenter. Donc là aussi, vous avez un petit discours qui est prévu dans le manuel de l'examinateur correcteur sur qu'est-ce que vous pouvez dire pour mettre le candidat en confiance. Vous expliquez le déroulé de l'épreuve, vous rappelez bien quelles sont chaque fois les durées pour chaque partie de l'examen, faire tirer au sort. Vous vous assurez que les élèves aussi ont bien compris les sujets, c'est important. Et dans certains cas, voilà, par exemple, pour des élèves dyslexiques, on peut même lire le sujet, lui lire le sujet, être sûr qu'il a bien compris. Donc ça, c'est important aussi. Vous lui donnez les feuilles de brouillon, lui dire donc, que la feuille de brouillon, c'est pour prendre des notes, mais qu'il ne faut pas lire, évidemment. Et puis ensuite, vous l'installez à la salle de préparation. Il va donc, en fonction du niveau, avoir 10, 30 minutes, 10, 15, 30 minutes, d'accord, pour préparer. Voilà, je continue. Surtout, n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions. Donc, ensuite, l'épreuve commence. Donc, vous, sur la grille, en tant qu'examinateur, vous devez bien remplir en bas le petit encadré avec le nom du premier examinateur, le nom du deuxième examinateur, le nom du candidat, le code candidat. D'accord? Donc, ça, c'est important. Quand l'oral commence, vous rappelez bien au candidat qu'il peut faire répéter, d'accord? Voilà, il n'y a pas de souci, il peut poser des questions quand il n'a pas compris quelque chose. Oublier, remercier, encourager, pas de jugement de valeur, notamment, encore une fois, dans la partie exposée où il doit donner son opinion. Vous n'êtes pas là pour aller... évidemment qu'il va falloir le faire argumenter. Donc, on peut un petit peu poser des questions, mais l'idée, c'est pas de porter un jugement de valeur sur ce qu'il dit. D'accord? Simplement le faire rebondir sur quelque chose, lui demander de préciser, lui demander comment vous pourriez me convaincre que pour le niveau B2, par exemple. Vous adaptez votre débit, votre lexique en fonction du niveau, évidemment. Limitez votre temps de parole aussi. Vous n'êtes pas là pour... voilà, l'idée, c'est que c'est le candidat qui parle le plus. Donc, le plus de questions ouvertes possible, par exemple, pendant la période, l'exercice d'entretien dirigé. C'est vraiment essayer de poser des questions ouvertes. Donc, ne pas corriger le candidat, mais si vous ne comprenez pas quelque chose, vous lui demandez de répéter. D'accord? Donc, éviter les questions fermées, je viens de le dire, respecter le temps et puis indiquer le passage d'une partie à l'autre. Voilà, donc simplement pour préciser en fonction des niveaux, donc pour les niveaux 1 et A2, vous répétez, vous reformulez, vous utilisez la gestuelle, vous devez être vraiment aidant. Pour le niveau B1, ne pas poser de questions sur un savoir spécifique, d'accord? On n'est pas là pour évaluer ses connaissances sur un sujet particulier, mais simplement sur le niveau de français. Et pendant l'expression du point de vue, ne pas poser de questions pendant l'exposé, vous avez un temps de question à la fin. Pour le niveau B2, laissez assez de temps au candidat pour finir son exposé et dans les questions à la fin, dans la partie débat, l'encourager à nuancer, c'est ce que j'ai tout à l'heure, à nuancer, à apporter des précisions. Voilà, comment vous pourriez me convaincre de ça? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, etc., etc. Donc, quand l'épreuve est terminée, quand la passation est terminée, vous récupérez les sujets, vous récupérez les brouillons, d'accord? Vous faites entrer le candidat suivant, vous l'accueillez, vous l'installez. Et pendant que le candidat est en train de préparer, vous vous mettez d'accord avec votre évaluateur pour évaluer donc celui qui vient de partir. Ça va? Donc, pour évaluer, vous vous concertez, vous décidez donc de la note finale à attribuer. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous disais, vous devez vous répartir les rôles au début entre celui qui mène l'entretien et celui qui prend des notes. Et à ce moment-là, c'est évidemment très utile de se référer aux notes prises par cet examinateur-là pour décider, voilà, notamment pour tout ce qui est erreurs linguistiques, les évaluations à la fin, là, les critères grammaire, lexique, etc., phonologie. C'est important d'avoir des notes et d'avoir noté certaines erreurs, par exemple, qui permettent de justifier, là, je lui mets en cours d'acquisition parce qu'il n'a pas maîtrisé tel ou tel temps, etc.
Et donc, je remets encore une fois, ne pas oublier de remplir la partie inférieure. Voilà. Pas de problème, tout va bien. Donc, une fois que tout le monde, tous les candidats sont passés, on vérifie une dernière fois la liste. Encore une fois, j'insiste beaucoup, hein, mais c'est vrai. Alors, je vais vous dire très sincèrement, vous savez que FEI a augmenté considérablement les frais de, comment on appelle ça, de duplicata des diplômes. C'est-à-dire que si il y a une erreur sur un nom, on s'en aperçoit seulement une fois que le diplôme est délivré, que le candidat vient vous voir en disant il y a une faute sur mon nom. Avant, ça coûtait 7 € pour faire réimprimer un diplôme. FEI maintenant est passé à 30 €. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'on insiste énormément, parce que si ensuite on doit faire rééditer les diplômes, bah, à chaque fois, ça coûte 30 € à l'ambassade. En fait, hein. Donc, bon, c'est pas. Voilà, si c'est un ou deux, ça peut aller encore, mais s'il y en a plusieurs, ça commence à peser sur le budget. D'accord? Donc, après, ça veut dire qu'on a moins d'argent pour faire d'autres choses. C'est dommage. Hein. Voilà, donc c'est vraiment, vraiment important, j'insiste là-dessus, sur les noms, les dates de naissance, etc. Parce qu'une fois que c'est imprimé sur le diplôme, bah, comme je vous disais, ça coûte cher de modifier. Donc, ensuite, on met tout dans l'enveloppe retour, hein, feuille d'émargement, grille d'évaluation, etc., etc. Tout le matériel, il n'y a rien. Donc, feuille de report d'anomalie, on en a parlé, mais on va revenir en détail sur ce qu'on doit aussi indiquer dans cette feuille, hormis des erreurs sur les noms. Alors, toujours pareil, hein, je remets la même chose sur les enveloppes, c'est-à-dire que si vous êtes à Zagreb, alors là, il n'y a pas forcément de lecteurs, hein, puisqu'ils sont disséminés. Donc, si vous êtes à Zagreb, vous pouvez remettre l'enveloppe à la médiathèque, sinon, vous l'envoyez à la gestion centrale. Voilà. Et puis même, en fait, les lecteurs, vous ne devez pas corriger à l'ambassade, il n'y a pas de raison que vous repreniez les enveloppes. Donc, bref, tout ça pour dire que la seule différence, c'est qu'il n'y a pas d'enveloppe remise au lecteur, c'est envoi à la gestion centrale ou remise à la médiathèque si vous pouvez passer à la médiathèque. D'accord? Et même chose, pour être remboursé, vous envoyez le RIB à Sania avec la facture. Alors, la feuille de report d'anomalie, sauf s'il y a des questions sur ce qui précède là, parce qu'en fait, on a vu partie épreuve collective, partie épreuve individuelle, et je voulais juste donc faire ce petit focus sur ce qu'on entend par cette feuille de report d'anomalie. Donc, qu'est-ce qu'en fait une anomalie? Parce que, à part l'erreur sur le nom, il peut y avoir autre chose. D'accord? Donc, par exemple, fraude, falsification. Alors, je ne pense pas que ça puisse arriver là, mais c'est vrai que dans certains pays, on a des faux passeports, des fausses identités ou des personnes qui viennent passer l'épreuve à la place d'un candidat, vous voyez. Donc, ça peut, si on s'en rend compte, on voit que sur le passeport, c'est pas du tout la même photo. Enfin, c'est pas forcément évident, mais ça c'est déjà arrivé qu'on se rende compte que le candidat n'était pas celui du passeport. Et donc, c'est le genre de choses qu'il faut évidemment signaler. Dysfonctionnement technique, sur la clé USB, à un moment, ça n'a plus marché. L'ordinateur, je ne sais pas, il y a eu un bug et puis ça n'a pas marché. Évidemment, il faut le signaler. Tout ce qui est sortie d'un candidat, même normalement, un candidat qui a besoin d'aller aux toilettes, ça doit être indiqué sur la feuille de report d'anomalie. D'accord? Il est sorti à telle heure, il est revenu à telle heure. Un candidat perturbateur qui souhaiterait parler, enfin voilà, n'importe quoi, hein, au milieu de l'épreuve. Une interruption d'épreuve, évidemment, imaginez, il y a l'alarme incendie qui se déclenche au milieu de l'épreuve, il va falloir le dire. Et puis, donc, une erreur sur des sujets qui n'auraient pas été détectés avant. Hein, donc, tout ça, ça doit être mis sur la feuille de report d'anomalie. Juste une petite chose. On a eu des cas où les élèves n'avaient pas de document, une carte d'identité ou un document où on pouvait voir que c'était lui. Donc, il faut signaler à tous les professeurs, de dire aux élèves, il faut qu'ils aient une feuille. Alors, pour ceux qui sont à distance, je vais répéter la question. Enfin, la remarque plutôt, c'était que parfois, les élèves viennent sans document d'identité. Et ils disent qu'on ne leur a pas dit. Et ils disent qu'on ne leur a pas dit. Donc, effectivement, bien rappeler aux élèves qui ne vont pas passer l'épreuve s'ils n'ont pas de pièce d'identité. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment important de bien rappeler ça. Hein, vous venez à un examen, vous venez avec votre pièce d'identité. D'accord? Alors, ce que j'ai mis ici, c'est une infographie, encore une fois, hein, qui est fournie par FEI pour rappeler ce qu'ils appellent anomalie. Donc, tout acte non autorisé commis de l'entrée dans la salle d'examen jusqu'à la sortie peut être considéré comme une fraude. D'accord?
Donc, un téléphone sur soi, même éteint, c'est considéré comme de la fraude. Donc, c'est pour ça qu'on demande à mettre les affaires près du bureau ou dans le fond de la salle. Une montre connectée, communiquer évidemment pendant l'examen, copier ou avoir une anti-sèche, s'échanger les brouillons. Bon, voilà, des choses comme ça. Usurpation d'identité, j'en ai parlé tout à l'heure. Bon, dans falsification de diplôme, ça c'est après, c'est-à-dire que des personnes qui fabriqueraient un faux diplôme pour s'en servir pour des démarches administratives, mais bon là je pense qu'on est loin de ça. Vol de sujet, plagiat. Voilà, je vous ai mis le document tel quel, je pense qu'il y a des choses qui nous concernent moins ici, mais c'est important voilà, que vous sachiez, si un jour vous allez faire passer les examens ailleurs, sachez que tout ça c'est important. Alors, si jamais vous avez constaté donc qu'il y avait un problème quelconque, qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose, évidemment, prévenir le responsable de centre. Vous trouvez un élève avec une anti-sèche ou en train de copier, donc prévenir le responsable de centre. Et selon le degré d'urgence, alors vous avez toutes les procédures qui sont indiquées dans le manuel du surveillant. Donc, je rappelle que ça, c'est un document que vous avez avec vous. Donc, voilà, allez regarder dans le manuel du surveillant s'il y a une procédure particulière à suivre. Et vraiment, voilà, en cas d'urgence, si vous n'arrivez pas à résoudre le problème, donc Sania et moi, je vous ai mis nos numéros de téléphone, vous pouvez nous contacter pour voir si on peut faire quelque chose, ou au moins nous prévenir de ce qui s'est passé. Imaginons qu'il y a eu une alarme incendie, que ça n'a pas été possible de finir l'examen, c'est bien qu'on soit quand même informé de tout problème. Voilà, il y a des choses où on ne pourra pas faire quoi que ce soit, on ne pourra rien résoudre, mais parfois peut-être qu'on peut aider en voyant des sujets, si c'était une erreur sur des sujets, quelque chose comme ça. OK? Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce que je viens de dire? Alors, je suis désolée, on n'est pas dans un atelier interactif. J'ai beaucoup parlé et je vous ai donné beaucoup d'informations. Mais si jamais vous avez des questions, des doutes, alors je vois dans le chat. Alors, questions et remarques quant aux épreuves collectives. Dire aux candidats d'aller aux toilettes avant l'épreuve. Oui, effectivement. Merci du rappel. Le candidat peut-il avoir une bouteille d'eau sur sa table? Alors, j'aurais tendance à dire oui, mais en vérifiant, vous allez voir à quel point, mais bon, j'ai travaillé à FEI et j'ai été confrontée aux fraudes, donc vérifiez que sur la bouteille d'eau, c'est bien l'étiquette de la bouteille d'eau et que ce n'est pas une anti-sèche, par exemple, avec des conjugaisons. Voilà. On devient parano, mais vous voyez, sur l'étiquette, il y a des élèves très ingénieux et qui vont mettre autour de la bouteille, en fait, une anti-sèche. Voilà, donc faut être vigilant. Bon, je ne pense pas qu'on en soit là, mais je vous dis, du fait d'avoir vu ça dans d'autres centres d'examen ailleurs, c'est que ça peut exister. Est-il possible de commencer à 10h05 si un élève arrive en retard, il a envoyé un message à 9h50 à un autre candidat pour prévenir de son retard? Non, normalement, c'est 10h. C'est pour aussi éviter que dans un centre d'examen, qu'il y ait des inégalités entre les candidats. Tout le monde doit commencer à la même heure. Donc, normalement, non, c'est ça. Donc, ils prennent leurs précautions. Un candidat qui termine plus tôt peut-il sortir avant la fin des épreuves sans déranger les autres? Alors, là-dessus, il me semble que c'est possible à partir de la... Donc, évidemment, pas pendant la compréhension de l'oral, ça c'est impossible pendant la compréhension de l'oral, mais quand c'est la compréhension, à partir du moment où on est dans la partie compréhension des écrits, oui, le candidat peut sortir en remettant évidemment tous ses documents avant la fin. D'accord? Et notez-le quand même sur la feuille de report d'anomalie. Cette feuille, ce n'est pas un document, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un document où vous dites, oh là là, si je mets quelque chose, ça va avoir des conséquences. Non, c'est simplement informer de ce qui s'est passé. Ça s'appelle report d'anomalie. Peut-être que le mot anomalie est un peu fort finalement, mais tout ce qui se passe peut être mis dans cette feuille pour que nous, à la gestion centrale, on sache, bon, dans ce temps, on sait que tel candidat, il est parti à 10h45 ou à 11h, d'accord? Voilà, c'est juste vous le signaler sur la feuille. Il n'y a pas une limite quand même? Les candidats, ils peuvent partir après 5 minutes du début des compréhensions. Je vous avoue qu'il faudrait que je revoie dans le manuel du surveillant parce que ça doit être indiqué, je n'ai plus en tête. Prendre au moins 1 heure. Je crois qu'il y a effectivement une durée. Je ne sais pas si Tania, tu as l'information, tu peux soit prendre la parole si ça fonctionne ou l'écrire dans le chat. Ça doit dépendre des niveaux aussi.
fonction. Moi, j'avais en tête qu'en gros, il fallait qu'il y ait eu, enfin, que ce soit, en gros, 1 heure avant la fin de l'épreuve. Voilà, c'est ça. Mais 1 heure avant la fin de l'épreuve, ça me paraît beaucoup parce que pour l'épreuve de concours de A1, c'est pas si long, c'est l'écart. Mais c'est pour ça, ça dépend des niveaux. Ça dépend des niveaux. C'est pour ça, je pense que ça, c'est pour les niveaux C1, C2. Mais je revois ça et on enverra l'information dans le document de consigne. Comme ça sera clair pour tout le monde. Et il me semble de toute façon que c'est indiqué dans le document. Dans le document, il me semble voilà, qu'on l'a. Vous voyez, là, j'ai pas. C'est une colle, j'ai pas révisé ça. Parce que moi, je me rappelle le préciser chaque année, vous pouvez sortir à partir de telle heure. À partir de telle heure. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à tout ça? Justement, c'est très intéressant. Merci d'avoir posé ces questions. Alexis? Moi, c'est pas forcément une question, c'est plus une remarque, mais parfois, il y a une petite difficulté, je ne sais plus sur quel niveau, peut-être B2 ou B1, je ne sais plus. Quand on fait passer les oraux, quand tu as la passation qui ne correspond pas exactement au temps de préparation. D'accord. Et là, c'est pas évident parce que pour finir dans les temps, on doit avoir un candidat qui prépare pendant qu'il y a un candidat qui passe. Oui. Et parfois, c'est un peu délicat parce que on doit savoir jouer parce que sinon, on finit très en retard. Et en fait, on ne dispose pas, tu sais, dans l'idéal, il faudrait qu'il y ait quelqu'un d'annexe qui fasse rentrer, etc. Sauf que c'est pas toujours possible. Et donc, ça, c'est quelque chose à avoir en tête aussi. Parce que je ne sais pas ceux qui nous suivent en ligne. Donc, la remarque de Charlie était de dire que parfois, donc, sur les temps de passation qui sont plus courts que les temps de préparation, donc je vais prendre l'exemple du A1, parce qu'en fait, en A1, ils ont 10 minutes de préparation. Et quand ils passent devant le jury, en fait, ça dure plutôt 7 minutes en général, le déroulé complet. Donc, ça crée une espèce de décalage. En fait, non, ça, c'est pas très gênant finalement, parce que justement, ça permet d'avoir 3 minutes. C'est plutôt l'inverse, c'est quand le temps de préparation n'est pas assez long par rapport au temps de passage. Donc, imaginons un candidat B1, il a 15 minutes pour préparer, mais celui qui passe ne met que 10 minutes, c'est ça? Ouais, par exemple. Non, c'est un temps de... Oui, c'est ça, c'est que la passation serait de 15 minutes et le temps de préparation de 10 minutes. Mais normalement, c'est 15 minutes en B1 et 10 minutes pour A1, A2. Et en B2, alors peut-être en B2, mais non, parce qu'en B2, ils ont une demi-heure de préparation et 20 minutes pour passer. En fait, je ne vois pas trop la difficulté. Normalement, à chaque fois, le temps de préparation est plus long que le temps de passation. Ouais, peut-être B1, c'est 10 minutes. Mais le but, tu sais, c'est de réussir à enchaîner les candidats. Ouais, je suis d'accord. Et parfois, en fait, si tu veux éviter d'avoir un délai et que ça se décale à chaque fois, tout au long de la journée, parce qu'à la fin, si tu perds 5 minutes sur chaque préparation, tu finis 2 heures en Oui, c'est vrai qu'il faut être assez vigilant. Donc, c'est la remarque en fait, de Charlie sur les temps de préparation et les temps de passation. C'est-à-dire qu'il faut arriver à enchaîner, donc que le candidat il ait son temps de préparation imparti et qu'il ait le temps de passation aussi imparti et qu'ensuite on puisse, que ça se déroule avec fluidité entre les temps de préparation et les temps de passation. Je n'ai pas de conseil particulier, c'est juste qu'il faut garder ça à ça veut dire qu'il faut avoir quand même la montre sur le bureau, enfin le téléphone avec l'heure sur le bureau et vérifier régulièrement qu'on est bien dans les temps entre les temps de préparation et les temps de passation. Donc ça, c'est vrai qu'il faut être vigilant là-dessus. C'est vrai que l'idéal, ça serait d'avoir une salle séparée pour la préparation, mais ce n'est pas possible malheureusement. Donc, voilà. Et il faut compter aussi le temps pour l'harmonisation, l'évaluation. Exactement. Il faut aussi compter le temps d'harmonisation entre les deux examinateurs. Peut-être une autre question. Est-ce qu'il est possible, si on a une dizaine de sujets, de dire OK, ces 2 sujets, on ne les met pas? D'écarter les sujets, ça peut se faire que avec normalement le responsable de centre qui peut prendre cette responsabilité. Je le dis aussi pour les gens qui participent, si tu veux répéter la question. Donc la question c'est, est-ce qu'on peut prendre la liberté en tant qu'examinateur sur 10 sujets par exemple, de dire ces 2-là, je les écarte? Normalement, j'aurais tendance à dire non, parce que ça voudrait dire que, encore une fois, il y a des inégalités. Si dans un des centres, on a écarté 2 sujets parce qu'on considérait, par exemple, qu'ils sont plus durs, alors que dans l'autre centre, vous les avez gardés, non. On n'écarte pas les sujets. Ou alors, il faudrait que ce soit une décision qui soit prise, nous, au niveau de la gestion centrale, de manière tous les centres d'examen, sur tous les lieux de passation, où on va décider que les sujets 12 et 13 du B1, par exemple, on ne les propose pas parce qu'ils sont trop difficiles, ou pour d'autres raisons. Et du coup, ça serait une consigne qui serait la même pour tout le monde. Mais encore une fois, l'idée, c'est d'avoir un traitement égal pour tous les candidats. Donc, nous, on ne peut pas, dans son coin, en tant qu'examinateur, décider d'écarter un sujet. D'accord?
Alors, autre question, donc Marina qui demande la production écrite s'enchaîne-t-elle après la compréhension des écrits ou les candidats doivent attendre la durée prévue pour cette partie? Non, en fait, tout s'enchaîne, c'est-à-dire que comme ils ont tout le sujet avec la compréhension orale, la compréhension des écrits et la production écrite, tout enchaîné. Donc, si ils ont terminé la compréhension des écrits, ils peuvent passer à la production écrite, en fait. Parce que sinon, imaginez, c'est compliqué pour vous d'être derrière eux et de dire vous n'avez pas le droit de tourner la page, vous devez rester dans la compréhension des écrits. Non, ils ont le droit de commencer la production des écrits avant. Ils gèrent leur temps comme ils veulent, en fait, entre la compréhension des écrits et la production écrite. Mais une fois qu'ils sont passés à l'épreuve de la production écrite, ils n'ont pas le droit de revenir sur la compréhension des écrits, sinon ils peuvent copier les. En fait, si, encore une fois, c'est impossible de vérifier qu'ils ne vont pas tourner les pages et revenir en arrière. Non, là-dessus, c'est-à-dire qu'une fois que une fois que la compréhension orale est terminée, ils peuvent circuler dans leur page de sujet comme ils veulent. Je dis pour la production écrite, ils peuvent facilement copier un email. C'est pas grave. Justement, en tant que correcteur, je peux te dire qu'on le remarque très vite. Chaque année, tu sais, en fait, s'il y a des segments de phrases qui sont repris du sujet, on le remarque très vite, on s'en rend compte. Et je ne sais pas si vous entendez pour ceux qui sont à distance, la question portait sur le fait que s'ils ont le droit de revenir en arrière dans le sujet, est-ce qu'ils ne risquent pas d'aller copier des choses qui sont dans la partie compréhension des écrits pour la partie production écrite? Effectivement, c'est le risque, mais en même temps, comme je le disais, vous ne pouvez pas être derrière en tant que surveillant, vous ne pouvez pas aller surveiller chaque élève individuellement pour vérifier qu'il n'est pas revenu en arrière. Et Charlie disait qu'en tant que correcteur des écrits, en fait, on se rend compte très très vite si un candidat est allé recopier une partie du texte de compréhension. Parce que nous aussi, on lit le sujet. On lit le sujet. Donc en tout cas, là-dessus, c'est vrai que non, vous voulez laisser, évidemment, l'idéal, c'est qu'ils n'aillent pas en arrière et qu'ils ne retournent pas en arrière dans la copie, mais vous ne pouvez pas être derrière eux à chaque fois. Non. Donc là-dessus, on les laisse assez libres de gérer comme ils veulent, mais la logique voudrait qu'ils passent le temps à partir pour la compréhension écrite et qu'une fois que c'est terminé, ils passent à la partie production écrite. En fait, les personnes qui font les tests devraient y penser aussi. Que le sujet pour la production écrite ne soit pas dans les textes qu'on leur donne pour Après, les centres d'examen pourraient décider de se séparer, mais ça n'a pas été. En fait, c'est. Il faut être vigilant. Oui, mais normalement, de l'expérience que j'ai de FEI, dans les sujets d'examen, ils sont normalement assez vigilants à ce que l'exercice de production écrite ne soit pas le même que ce qui est donné, par exemple, dans la compréhension écrite. Ouais. S'il y a un mail dans la compréhension écrite, la production écrite va porter sur un tout autre sujet. Les sujets sont faits de manière à ce que, normalement, le fait d'aller copier un texte de la compréhension écrite soit pas possible, ou si c'est fait, ça ne correspondra pas au sujet de la production écrite. Sinon, il faudrait inverser l'ordre des épreuves, faire la production écrite juste après la compréhension orale, puis enchaîner sur la compréhension écrite. Oui, mais ils auraient toujours la possibilité d'aller voir les... Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Alors, si une sonnerie retentit en plein milieu de la série, ça, on ne peut pas faire grand-chose. On ne peut pas faire grand-chose parce que je sais que parfois, il y a des sonneries assez fortes. J'imagine que ça arrive tout le temps, en plus, ça. Mais pause, quand même. On peut mettre pause. Le temps que la sonnerie s'arrête. Juste le temps que la sonnerie s'arrête. Est-ce que ça vous est arrivé, ça, que la sonnerie de l'établissement retentisse un samedi à 10h45, en plein milieu de la 10h20, on va dire, en plein milieu de la présentation orale? Non. Oui, j'ai envie de dire, là, encore une fois, c'est une réponse de bon sens, mettre pause le temps de la sonnerie et puis repartir sur juste après. Voilà. Bon, après, encore une fois, il y a 2 écoutes. C'est vrai que si ça a gêné pendant l'une des 2 écoutes, on peut dire qu'il a quand même déjà entendu avant ou qu'il va réentendre après. Voilà. Il n'y a pas toujours. On peut aussi quand même le signaler encore une fois, sur la feuille de report d'anomalie. Si ça se produit, signalez-le quand même. Pour le B2, c'est pas le cas. Pourquoi en fait, aussi, quand même, la feuille de report d'anomalie, encore une fois, par exemple, ce genre de choses. Bon, je dis ça, mais c'est pas. Vous savez sans doute que une fois que toutes les notes sont rentrées dans le logiciel Gaël, donc ça permet, nous on voit l'ensemble de toutes les notes,
Et il peut y avoir parfois, je dis bien parfois, c'est absolument pas systématique, mais ce qu'on appelle des points jury, c'est-à-dire que 0,5 points peuvent être attribués à un candidat qui aurait par exemple 49,5 sur 100, d'accord? Et c'est vraiment, voilà, ça par exemple, ça pourrait être quelque chose qui s'est passé pendant une épreuve et on voit qu'il y a pratiquement tous les élèves de cette classe à cette heure-ci n'ont pas réussi une question. Bon, je dis ça, ça serait vraiment un cas très particulier, mais et donc on pourrait décider d'attribuer 0,5 points de point jury. Ou voilà. C'est exceptionnel, ça arrive très rarement, mais ça peut arriver parfois. Si Oui. je réfléchis un peu, si toutes les parties s'enchaînent et on laisse la liberté au candidat pour continuer sur la ligne avant les autres, il y a un problème. Soit il doit attendre la fin de l'examen. S'il a fini une demi-heure, alors il s'en va. Oui, ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On en a parlé sur le fait est-ce qu'un candidat peut partir avant la fin. J'ai dit tout à l'heure que en fait, je n'ai plus la réponse en tête, mais ça doit être indiqué dans le manuel du surveillant que j'ai pas appris avec moi malheureusement. Mais en tout cas, voilà, on peut vérifier. En fait, je pourrais l'avoir sur vraiment la... Mais en tout cas, ça sera indiqué sur la feuille de consigne que vous aurez dans chaque salle. On vous dira si les candidats sont autorisés à sortir avant la fin. C'est pourquoi j'y réponds, parce que notre pratique durant 20 ans a été qu'il faut attendre la fin d'une partie. Si on compare cela un peu avec les examens du bac en pratique, c'est toujours comme ça. On ne laisse pas un candidat de se lancer à une autre partie de l'examen si les autres n'ont pas fini. Voilà. Donc la pratique ici, jusqu'à présent, ça a été d'imposer un temps d'attente avant de commencer la production écrite, c'est ça? Ça a toujours été comme ça? Ça veut dire quoi? Que vous surveillez que le candidat ne tourne pas les pages pour passer à la production écrite? Je suis un peu étonnée, mais peut-être alors. Je suis en train d'essayer de trouver la. Non, mais je le mets sur mon ordinateur. C'est à la 15e page. Sania, vous voulez prendre la parole? J'ai peut-être la réponse aussi. Allô? Oui, Sania, on t'entend. Vous m'entendez? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pardon, j'ai pas entendu la question. La question, c'était sur est-ce que les élèves, déjà, peuvent sortir avant la fin s'ils ont terminé plus tôt et si ils doivent attendre à chaque fois, par exemple, ils ont terminé la compréhension des écrits. Est-ce qu'ils doivent attendre la fin du temps imparti à la compréhension des écrits avant de passer à la production écrite ou est-ce qu'ils ont le droit d'aller à la production écrite quand ils ont terminé la compréhension écrite? Mais en fait, ça, c'était la question d'Alexis, non? Plutôt, je pense que tu as répondu ça. déjà. Un candidat qui termine plus tôt peut-il... Non, ça c'est sûr. Oui, un candidat qui termine plus tôt peut-il sortir avant la fin des épreuves sans déranger les autres? Oui. Et c'est qui? C'est Charlie qui a demandé s'il peut passer à la... C'est plusieurs personnes qui ont demandé Marina, si on moi pouvait j'ai compris. J'ai compris que, bon, tu as dit que l'élève, normalement, il passe à la partie suivante des épreuves. En fait, comme je n'étais pas exactement sur les épreuves pendant ces années-là, mais je vois pas l'inconvénient qu'il passe à une autre partie de l'épreuve, non? D'accord. Si tu es d'accord. Il me semble que c'est ça aussi. Après, encore une fois, hein, si je vous ai donné une mauvaise information, on rectifiera ça dans les consignes qui vous sont données. Mais pour moi, en tout cas, j'ai travaillé dans d'autres centres d'examen où on laissait le candidat libre de circuler. Enfin, évidemment, l'idée, c'est pas de lui dire allez-y, faites dans l'ordre que vous voulez, commencez par la production écrite. Non, évidemment, vous n'allez pas les encourager à faire ça. Mais si certains, après avoir fini la compréhension des écrits, en avance, passer directement à la production des écrits, on a toujours laissé faire. Après, si c'est vrai que, voilà, je disais, moi je suis arrivée ici en septembre, donc là c'est la première session d'examen que je supervise ici. S'il y avait des pratiques avant
Comme ça, comme FEI n'a pas forcément une règle très précise là-dessus, mais enfin, il me semble que si, il me semble que FEI dit qu'en fait, on laisse le candidat libre. C'est pour ça que, voilà, c'est pour ça que je vous dis ça, moi. C'est l'expérience que j'ai. Mais après, s'il y avait eu des pratiques mises en place ici, on peut en reparler. Voilà. Oui, Charles. Je pense avoir trouvé la réponse à notre interrogation quant à la sortie définitive des candidats sur le manuel du surveillant à la 13e page. Lorsque l'épreuve dure 1 heure ou plus, les candidats ne sont pas autorisés à quitter définitivement la salle d'examen avant la fin de la première heure. Et voilà. Entendu, à partir du moment où ça fait 1 heure que l'examen a commencé, ils peuvent sortir, mais pas avant. Oui, c'est ça. Et en fait, si je peux me permettre, donc pendant la première heure, personne ne sort. Et par contre, pendant le dernier quart d'heure, personne ne sort non plus. Sinon, ça perturbe ceux qui doivent se dépêcher pour finir. Voilà, donc effectivement, merci à tous les collègues qui ont fait les copier-coller dans le chat. Voilà, bon, bah, très bien, ça permet, vous voyez, collectivement de trouver l'information. Voilà. Donc, pas de sortie avant 1 heure, ni pendant les 20 dernières minutes. Okay. Et donc, à signaler sur la feuille de report d'anomalie. Page 13. Donc, page 13 du manuel du surveillant. Bon, bah, vous voyez, voilà, je n'avais pas assez révisé. Ok, bon, bah, donc, on a la réponse à ça. Donc, sur la partie, enfin, encore une fois, pour moi, les épreuves s'enchaînent dans le sens où les candidats sont libres de passer de l'un à l'autre. Je pense que là-dessus, les FEI, en tout cas, n'indiquent pas le contraire. Donc, pour moi, la règle est celle-ci. C'est-à-dire qu'ils sont libres de passer à la traduction écrite quand ils ont terminé la compréhension. Voilà. Donc, si jamais il y avait une contre-indication, on vous l'indiquera en rouge dans le document, comme ça vous saurez. Mais pour moi, c'est vraiment ça la marche. D'accord ? Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres interrogations? Non, pas spécialement. Bah écoutez, si vraiment il n'y a pas d'autres questions, donc de toute façon, alors, pour récapituler, hein, vous allez avoir ce document avec toutes les consignes. Les quelques petites questions qu'on a eues là sont traitées. Si vous avez d'autres interrogations qui vous viennent d'ici là, je reste joignable avec Sania, hein, vous avez nos coordonnées, vous pouvez nous contacter. Voilà, il n'y a aucun problème. Évidemment, on est aussi disponible au moment des sessions, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Donc, en cas de nécessité, en cas d'urgence, on reste joignable aussi. Alors, évidemment, pas toutes les 2 minutes pour vous dire est-ce que je dois faire ça, est-ce que je peux laisser un candidat. Bon, vous avez aussi le manuel du surveillant qui reprend toutes les règles, mais on est évidemment disponible en cas de grosses difficultés pour pouvoir vous accompagner. Et voilà, merci en tout cas de vous être rendu disponible pour cette réunion. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et juste, je reviens donc sur les contrats. Donc, pour ceux qui sont ici, je vais les récupérer avant que vous partiez. Et pour ceux donc, qui ne sont pas là avec nous aujourd'hui, on vous les enverra pour que vous puissiez donc signer les contrats de donc, soit surveillant, soit évaluateur ou deux. Hein. Vous jouez en général les 2 rôles. Voilà, bah, écoutez, merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. À bientôt. Attendez, vous avez 1 seconde avant de vous quitter. Je voulais arrêter le partage. Parce que comme ça permet de voir un peu tout le monde. Voilà, de voir la caméra et de voir un peu tout le monde. Eh bien, merci beaucoup à tout le monde. Je vous souhaite un très bon week-end et puis surtout des très bonnes épreuves de bien. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est vrai que aussi un truc pour les